Bonjour à tous, je vous invite à vous asseoir parce qu'on va effectivement commencer cette deuxième partie donc, de la journée sur le sujet passionnant des financements de start-up. Donc voilà, je vous invite tous à vous asseoir et j'appellerai les intervenants au moment venu pour les différentes parties qu'on a imaginé pour vous cet après-midi. Donc en l'occurrence, il y aura 2 tables rondes et 2 sessions de pitch. Donc on va alterner, on va dire, les plaisirs. Et puis ça va vous permettre un petit peu, certainement, de mieux comprendre aussi tout cet écosystème. Donc on y va. Alors peut-être pour me présenter, parce que bon, là, alors on le fait à 2 voix avec Eric et puis du coup il pourra se présenter tout à l'heure. Donc je remercie encore déjà au préalable l'ONERA, Alumni pour l'organisation, l'ensemble de l'organisation Stars-Up. Enfin moi je trouve que c'est magnifique. L'endroit est merveilleux. Et donc, je suis Christelle Astorg-Lépine. Je travaille chez Starburst et je suis aujourd'hui la directrice donc, France de Starburst. Chez Starburst, on fait quoi? On fait de l'accélération de start-up aéronautique spatiale défense. Et je vais vous en dire quelques mots parce que j'ai également la possibilité de vous présenter un petit peu nos activités. Juste pour finir de me présenter par rapport à mon lien avec le spatial. Donc moi, avant de rejoindre Starburst, il y a 3 ans, j'étais au CNES, où j'y ai fait 25 ans donc de carrière, notamment 15 ans dans les lanceurs, sur Ariane 5, donc chef de projet notamment sur l'étage principal cryogénique, donc voilà, avec une forte composante propulsion. Et après de multiples activités au CNES, notamment sur l'intranet, sur l'accompagnement managérial et sur la communication interne, j'ai fini ma carrière au CNES comme chef de projet Connect by CNES. Et c'est là que j'ai découvert les startups, c'est là que j'ai découvert en fait cet autre monde avec lequel le spatial doit absolument, bien évidemment, naviguer. Voilà, donc je vais du coup en profiter pour vous présenter un petit peu. Alors normalement ça devrait marcher, voilà. Un petit peu l'écosystème. Voilà, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce sujet du financement des startups? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis maintenant, allez, presque une très grosse dizaine d'années, on a des startups qui jouent le rôle des corporates. C'est-à-dire que vraiment, le paysage s'est complètement transformé. Donc on a finalement des sommes énormes qui ont été injectés dans ces startups qui n'en sont plus, bien évidemment. Quand on a SpaceX en haut de la pile, mais également dans des domaines beaucoup plus disruptifs, ne serait-ce que la défense, où vous avez des sociétés comme Palantir qui, quelque part, dannent le pion des anciens, des gros corporates. Il faut avoir ça en tête pour se dire que le monde est en train de changer et que voilà, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, j'ai envie de dire, pour le bien commun. Et quand on parle de la France, forcément pour notre souveraineté. Voilà comment sont réparties les startups aujourd'hui. Donc on a 80% à peu près de startups qui viennent des États-Unis. Donc voilà, ce sont des chiffres qu'on met à jour régulièrement, mais l'écosystème il est là-bas, l'avance elle est là-bas. Starburst s'est implanté il y a une dizaine d'années déjà aux États-Unis de manière à mieux comprendre cet écosystème. Il est clair qu'en France on a 10 ans de retard. Et 10 ans encore, je suis bonne. Et bon, en Europe, je dirais globalement parmi les pays un petit peu les plus actifs que sont aujourd'hui la France, l'Allemagne et l'Angleterre, on a 14% donc de ces fameuses licornes, c'est-à-dire les startups qui ont réussi à vendre à être valorisées à plus d'1 milliard. Et la Chine, malgré tout, la Chine, elle est là, elle est présente, 8% de cette capacité d'innovation. Donc voilà, il faut absolument en être conscient. Il faut savoir ce qui se passe. Ici encore une dernière planche pour présenter un petit peu ce fameux écosystème de start-up dans l'aéronautique qui lève de plus en plus et avec un temps de plus en plus court. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que
C'est vrai en France, c'est vrai en Europe. On a un problème de temps de réponse, on a un problème de vitesse. Parce que voilà, ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire que là où en 2004, on mettait 15 ans à aboutir un projet, maintenant, c'est globalement au bout de 3 ans, si le projet il est viable ou pas. Donc il faut qu'on arrive aussi à faire ça en France. En France, on est encore dans des modèles où on se laisse le temps. Je pense qu'on n'en a plus beaucoup si on veut garder nos belles idées, parce qu'en France, oui, on a des idées, mais il faut savoir les garder. Parce qu'aujourd'hui, j'en parle pas là, mais on est en train de faire toute une analyse chez Starburst sur le sujet. Nos startups, en gros, soit elles ont l'accompagnement qui va bien quand elles sont early stage, c'est-à-dire quand elles naissent, soit elles ne l'ont pas, ce qui est quand même juste la majorité des cas, et donc elles vont soit s'arrêter, soit trouver des financements ou des solutions ailleurs, notamment aux États-Unis, notamment en Angleterre et notamment en Arabie Saoudite, qui est notre le nouveau mieux de Place to Be. Quelques mots sur Starburst, rapidement. Chez Starburst, on fait quoi? On fait de l'accélération de start-up. Ce qu'on aime beaucoup, nous, c'est accompagner les start-up early stage, quand elles sont au début de leur histoire. C'est là que, quelque part, tous nos programmes ont du sens, parce qu'on va leur apporter tout l'écosystème dont elles ont besoin pour très très vite être en capacité de lever des fonds et également d'avoir des contrats. On a également, et c'est moins connu, une activité de conseil, donc pour notamment des grands comptes, des corporates, ou pour le compte de gouvernement, sur les aspects stratégie, rachat, M&A, développement. Voilà, donc ça c'est quand même une belle activité. Et côté fonds d'investissement, nous sommes partenaires avec 4 fonds aujourd'hui. Donc en l'occurrence, un aux États-Unis qui s'appelle Starburst Venture. Et puis on est partenaire avec Expansion, mais également en Israël, où on est en train de monter un fonds partenaire, et à Singapour. Donc voilà, nous chez Starburst, notre sujet c'est l'aéronautique, le spatial, la défense, mais également tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire ce qu'on appelle les enabling technologies. C'est-à-dire qu'en vrai, quand vous faites de la... Je vais peut-être passer plutôt sur... voilà, donc on est aujourd'hui 80 basé sur une dizaine de pays dans le monde. Et on a investi dans 140 startups. Alors c'est de l'investissement, c'est particulier, c'est parce que quand on les accompagne, ces startups, on prend de la prise de participation. Voilà. Et donc on travaille avec plus de 60 corporates dans le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on bénéficie d'une base de données de plus de 15 000 startups qu'on qualifie et qui nous permet du coup de valoriser une vingtaine d'entre elles par an. Et là, je vous ai mis un petit peu tous les domaines dans lesquels on peut travailler, qui sont des domaines parallèles, bien évidemment, quand on fait de la cybersécurité. Ça intéresse l'aéronautique, le spatial ou la défense. Ce qu'on fait également, donc, ce sont des programmes d'accélération pour les startups, une vingtaine dans le monde, et à chaque fois, on travaille pour le compte de gouvernements ou de corporates. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la startup, en fait, à chaque moment de sa vie, elle va avoir besoin d'un accompagnement différent. Au début, c'est le transfert de la technologie, c'est le début de l'histoire. Ça se passe souvent en région, ça se passe souvent avec des incubateurs. Ensuite, il y a ce fameux early stage où la start-up, elle a 2 ans d'existence. Et là, c'est vraiment cette traversée du désert où elle doit prouver qu'elle sait faire des prototypes. Et c'est là qu'elle va effectivement galérer à trouver des financements. Ce qu'il faut savoir en France, c'est que pour un financement de la BPI, il faut avoir la même somme sur son compte en banque. Donc forcément, c'est difficile. Donc, du coup, cette première étape difficile, et c'est là que nous, on agit un petit peu partout avec ces fameux programmes intensifs de 3 mois. Et ensuite, vous avez le late stage, qui se passe plutôt bien avec la série A en France. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont passé cette vallée du désert, la série A, c'est plus facile. Beaucoup d'investisseurs ne s'intéressent aux startups qu'après la série A. Et ensuite la série A+. J'ai même pas mis la série B. On a de toute façon en France un souci avec l'accompagnement de la série B. Voilà, ça c'est le portfolio de Starburst. Mais ce qui est intéressant, c'est un petit peu la panoplie de ces startups-là vis-à-vis un petit peu des différents domaines. Donc beaucoup dans le spatial, bien évidemment, mais également en défense, en aviation, et puis dans tout ce qu'on a appelé les enabling technologies.
Et juste pour finir, par rapport peut-être à ce programme BLAST, dont je pense que c'est la dernière année qu'on va le tourner, puisque aujourd'hui il n'a plus assez de financement. Donc c'est un programme qui dure 3 mois et on va lancer en fait cette dernière cohorte dès la semaine prochaine. On a une dizaine de startups que vous connaissez pas, qui sont pas là aujourd'hui, mais qui ont besoin justement de cet accompagnement. Et en fait, on va leur apporter pendant 3 mois cet accompagnement spécifique avec une cinquantaine d'intervenants du domaine qui vont pouvoir les aider sur tous ces sujets-là, aussi bien la communication que l'art du pitch, que tout ce dont elles ont besoin pour lever des fonds, ce qui est le sujet de la fin. Voilà, donc je vais aller un petit peu plus vite sur la suite et on va repasser peut-être sur la table ronde. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire un petit peu en introduction au niveau d'une vision de cet écosystème, de ce qui est fait effectivement chez Starburst en France actuellement. Et en fait, la suite donc, de cet après-midi, c'est que, voilà, il n'y a pas que Starburst, heureusement, qui accompagne des startups. Il y a aussi tout un écosystème. Donc, il y a aussi des personnes formidables qu'on a invitées à venir participer cet après-midi pour que, justement, elle aussi, que chacun puisse expliquer à quel moment dans cette histoire de la start-up elle va agir, quels sont les besoins, comment ça se passe. Et voilà, c'est ce dont je vais avoir la joie de parler avec mes différents personnes qui vont participer à cette table ronde. Alors du coup, je vais appeler chaque personne qui va participer dans cette première table ronde où on va vous parler de la start-up au début de l'histoire. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ces premiers moments de vie et quelles sont les personnes qu'elle va intervenir et comment ces personnes-là vont les accompagner. Donc je vais appeler par l'ordre alphabétique, donc si je ne me suis pas trompée, donc ça devrait... Et donc tout début, je vais d'abord appeler Frédéric Adragna, donc programme Connect by CNES, et quelques mots sur Frédéric qui a fait l'essentiel de sa carrière au CNES, où il a exercé de nombreuses fonctions, de projets spatiaux jusqu'aux applications. Il travaille aujourd'hui à la direction de la stratégie dans l'équipe New Space, où il s'occupe notamment d'animer et de coordonner le programme Connect by CNES qu'il va nous présenter. Merci beaucoup, si vous pouvez l'applaudir. Je vais maintenant appeler Charles, donc Charles Bedbeguet, CEO de Audacia. Donc Charles Bedbeguet est diplômé de Centrale Paris. Il a commencé chez Matra à Airbus maintenant, puis a travaillé dans la banque d'investissement avant de fonder Self-Trade en 1997 et Poway en 2002. Il investit en early stage, donc via Gravitation, il dirige également Audacia et a créé le fonds Quantonation en 2018 pour les startups du quantique. En 2022, il a lancé le fonds Expansion pour l'aérospatiale et travaille sur un fonds pour la transition énergétique. Il est également auteur de 5 ouvrages. Voilà, je vous prie de l'applaudir. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler Valentin Benoît, le CEO de Ride. Donc c'est notre start-upper de cette table ronde parce qu'on voulait également entendre les témoignages d'une start-up. Donc, IO est cofondateur de Ride Space, vous allez voir un peu ce que c'est que Ride Space, plateforme digitale de lancement spatial sur demande qui connecte plus de 35 lanceurs avec 300 opérateurs de satellites dans le monde. Donc, c'est une Space Tech qui est créée il y a 2 ans. Il y a aujourd'hui 15 personnes, 20 lancements prévus dans les 2 ans en bootstrapping only. Tu vas nous raconter ce que c'est. Merci Valentin, je vous en prie. Ensuite, je vais appeler Geoffroy Dubus, donc partenaire de Demeter. Geoffroy est impliqué depuis plus de 30 ans dans le développement de l'innovation et de la technologie en Europe et en Amérique du Nord. Geoffroy est actif en capital risque et capital développement depuis plus de 23 ans. Il est partenaire chez Demeter, une société de capital investissement pour la transition écologique et énergétique. Merci pour lui. Et je me suis gourée dans l'ordre alphabétique. Donc et du coup, je vais appeler Jean-Jacques Dordain, conseiller de New Space Capital et de Einstein Industry Venture, qui a travaillé donc à l'ONERA de 70 à 86 avant de rejoindre l'Agence spatiale européenne pour en être directeur général de 2003 à 2015. Donc grand acteur aujourd'hui de l'accompagnement du New Space. Merci Jean-Jacques.
Ouais. Alors maintenant, on va essayer d'échanger tous ensemble sur du coup deux rounds de questions que je vous poserai un petit peu à chacun. L'idée effectivement d'avoir votre vision sur enfin déjà voilà ce que vous faites aujourd'hui sur ces fameuses startups émergentes, ces nouvelles idées, ces nouvelles tech. Et puis ensuite, ce qui nous intéressera vraiment, c'est de comprendre comment vous les choisissez, comment vous choisissez d'accompagner ou d'investir dans telle ou telle start-up. Voilà. Et du coup, pour me rattraper, je vais d'abord poser la question à Jean-Jacques sur déjà peut-être mieux te présenter que je ne l'ai fait, et puis expliquer globalement, voilà, que fais-tu pour accompagner les startups ? Merci. Donc aujourd'hui, je représente deux investisseurs. New Space Capital, qui est basé au Luxembourg. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis conseiller de New Space Capital. Et New Space Capital a commencé à faire des investissements important. Et puis, je suis aussi conseiller de Einstein Industry Ventures, qui est un investisseur allemand qui lui aussi commence à financer. Alors, c'est-à-dire, ça c'est la première chose que je voudrais dire, c'est que ces fonds d'investissement que je connais bien, je ne suis que conseiller, ont déjà mis eux-mêmes du temps pour collecter des fonds. Donc avant de pouvoir investir, puisque moi je les ai connus au départ, ils ont mis du temps pour collecter des fonds. Et eux-mêmes, pour pouvoir collecter des fonds, il faut qu'ils expliquent comment ils utiliseront les fonds qu'ils pourront collecter. Donc l'argent ne vient pas du ciel. L'argent, il faut d'abord que les fonds les collectent. Et puis ensuite, ils décident d'investir dans des nouvelles entreprises. Et c'est là le deuxième problème, c'est de faire les bons choix. Et je dois dire que l'expérience que j'ai avec ces deux fonds, c'est que ils s'intéressent plus aux services en aval que aux infrastructures en amont. Parce que la valeur économique des activités spatiales, elle est tout de même beaucoup plus en aval qu'en amont. Ça, c'est le deuxième point. Bon, le troisième point, et puis après, je pourrais répondre à d'autres questions, c'est que dans cet écosystème, aujourd'hui, cet après-midi, vous allez surtout voir des investisseurs, surtout voir des entreprises. Il manque un troisième larron, qui est un larron très important, qui est le client. Alors on a l'ESA qui fait partie des clients. J'allais dire c'est essentiel, mais ça n'est pas suffisant. Et ça c'est aussi un autre sujet intéressant, c'est parmi les clients, quels sont ceux qui peuvent justifier qu'une entreprise puisse aller voir un investisseur pour lever de l'argent. Parce que il est difficile de lever de l'argent si vous n'êtes pas capable de dire quels seront vos revenus. C'est la même chose d'ailleurs quand moi je vais demander, quand je vais faire un emprunt à la banque, la seule chose qui intéresse le banquier, c'est mes revenus. Le reste, il s'en fout complètement. Et donc le client est un élément important dans cet écosystème. Et alors, dans l'écosystème investisseurs, entreprises, clients, la question, entre eux, c'est le partage des risques. Et malheureusement, et ça c'est une expérience que j'ai beaucoup vécue,
c'est que dans le partage de risques, souvent, c'est aux plus faibles qu'on fait prendre les risques les plus importants. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut réfléchir, c'est que ce soit un partage des risques qui soit équilibré entre les forces de chacun des acteurs. Voilà, c'est mon expérience. C'est bien loin de mes activités précédentes, que ce soit à l'ONERA ou à l'ESA, mais je dois dire que je prends beaucoup de plaisir. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci Jean-Jacques. Super. Ce que je vous propose du coup, c'est alors c'est pas forcément le client, c'est pas forcément, mais bon, c'est quand même un acteur aujourd'hui dans le spatial qui est majeur. Donc c'est maintenant de donner la parole à Frédéric vis-à-vis de ce programme Connect by CNES. Effectivement, d'abord c'est quoi, ça sert à quoi, ça s'adresse à qui, et puis effectivement comment vous faites pour faire en sorte que les startups puissent recevoir aussi bien voilà un support technique que financier, que justement trouver également des clients, dont le CNES d'ailleurs, qui est aussi un bon client. Voilà. Oui, merci Christelle, bonjour à tous. Donc, moi je suis du CNES et tout le monde connaît le CNES, donc cette agence spatiale qui a des grands programmes spatiaux, qui les propose au gouvernement, puis ensuite les déroule. Ça, c'est le rôle connu de l'agence spatiale, et il n'a échappé à personne que nous sommes rentrés maintenant dans une nouvelle ère qu'on appelle le New Space, et qui est caractérisée par l'arrivée de nouveaux acteurs privés, avec de nouveaux investisseurs également privés. Et donc là, l'agence spatiale, le CNES, avait deux attitudes possibles. Soit on dit, on continue à faire notre travail normalement, nos programmes spatiaux, et puis le New Space, enfin les nouveaux acteurs, ils font ce qu'ils veulent. Ou alors on s'en occupe. On s'en occupe puisqu'on est l'agence spatiale française, et on s'occupe de ces nouveaux acteurs qui ont besoin probablement de notre aide. Et c'est ça qu'on a décidé de faire. Donc via ce programme Connect by CNES, on accompagne, on va dire, tous les entrepreneurs dans le spatial qui souhaitent utiliser des données spatiales ou des technologies spatiales, ou qui souhaitent eux-mêmes proposer des infrastructures spatiales en orbite, sur la Lune, peu importe. Et donc il n'y a pas d'ailleurs que des startups, il y a aussi des grands groupes qui se posent la question en disant pour répondre à mes besoins, pourquoi je ne lancerais pas ma propre constellation ou mes propres satellites, ou en coopération avec d'autres ou pas, etc. Et donc ce programme Connect by CNES est là pour ça, donc pour être à l'écoute de tous ces entrepreneurs, ces acteurs du spatial, les accompagner, donc leur fournir essentiellement du conseil, de l'expertise, du prêt de moyens techniques, puisque c'est quand même là-dessus que repose essentiellement le programme Connect by CNES, sur notre expertise technique, notre excellence technique. Mais dès lors qu'on prétend accompagner des entrepreneurs, bien entendu, il faut parler argent. Et donc on a aussi, alors on a de l'argent au CNES, bien sûr les programmes de R&D, tout le monde connaît, mais on a quelques programmes, notamment avec l'ESA, pour subventionner, financer donc ces entrepreneurs, dès lors en tout cas qu'ils adressent des marchés, on en parlait. On travaille aussi avec, bien sûr, BPI, évidemment, avec French Tech. On est apporteur d'affaires sur un fonds French Tech Seed. Et on anime aussi, ça c'est assez particulier, on anime un club d'investisseurs, puisqu'évidemment les investisseurs, on l'a dit, s'intéressent au spatial, évidemment. Et puis, comme c'est peut-être un monde un peu nouveau, ils sont assez rassurés d'avoir le CNES à leur côté pour les conseiller, les aider, les mettre en relation avec ces nouveaux acteurs du spatial. Et donc, c'est tout ça que fait ce programme Connect by CNES, donc de l'expertise technique, du financement, il y a aussi de la formation, de la promotion, évidemment. Il y a aussi de l'incubation. Alors, on a choisi au CNES, on a choisi de ne pas avoir d'incubateur CNES, mais on travaille avec des réseaux d'incubateurs et également avec l'ESA, donc les réseaux ESABIC, évidemment. On est complètement impliqués. On a aussi, alors on n'a pas d'accélérateur, mais on travaille avec des accélérateurs dont Blast évidemment, de Starburst, mais aussi Space Founders, qui est un autre accélérateur, un autre stade. Et puis on organise des hackathons. Et puis maintenant on a ajouté une autre branche qui est l'émergence. Donc sur certains services dont on pense que d'ici 5 ans ce sera des services, eh bien on essaie de positionner des acteurs, de mettre un petit peu des sous sur ces affaires-là aussi. Donc voilà, c'est tout un programme complet qui s'adresse à ces nouveaux entrants dans le spatial, encore une fois, qu'ils soient start-upers ou qu'ils soient des grands groupes, pour les accompagner dans leur démarche. Alors, ta question, c'est comment on choisit, à qui on s'adresse? Non, la deuxième partie. Ah, c'est la question après. Bon, on verra après, alors, pardon. Exactement. Non, je te propose de passer du coup le micro à Charles, parce que effectivement, grand acteur du early stage quand même, sur ces startups. Vous parliez, Jean-Jacques, justement,
de la technicité, l'aval, le service ou le hardware. Voilà, je pense que Charles est un des rares quelque part investisseurs qui prend ces risques-là sur le hardware, parce que ce sont en l'occurrence des startups qui font des micro-lanceurs. Voilà, c'est vraiment des choses qui, comment dire, au niveau risque, moi je trouve que c'est courageux. Voilà, donc je voudrais que tu nous racontes un peu tout ça. Merci. Merci Christelle. Oui, donc moi, écoutez, moi je suis Charles Béguelet. Je me définis d'abord comme un entrepreneur. Ça fait 25 ans donc un quart de siècle que je crée des boîtes ou que je co-crée des boîtes. Et là, je suis dans une phase où, avec Audacia, qui est un groupe qui porte bien son nom, je crois, parce que tout à l'heure, ça a été dit, l'entrepreneuriat, c'est l'audace, l'innovation, c'est la passion. Et donc, Audacia, on accompagne des entrepreneurs depuis maintenant plus de 17 ans. Des PME, mais de plus en plus aussi des startups, donc qui est le sujet de cette table ronde. Donc, alors pour cela, vous savez, créer une entreprise, c'est plus facile qu'autrefois, mais finalement le plus dur, c'est trouver des clients. Et je suis bien d'accord avec Jean-Jacques que c'est quand même le grand sujet. Et pour trouver des clients, il faut avoir quelque chose de différenciant. Il faut offrir quelque chose que personne n'offre. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Et parce que c'est difficile de convaincre un client de signer un contrat et d'y aller. Et donc, pour cela, il est bon d'identifier les déficits d'offres. Et donc, c'est ce que, avec mon équipe, je fais depuis maintenant pas mal de temps. Et donc, alors là, il se trouve que, bon, on a parlé rapidement, je dis en 10 secondes, il y a, dans la deep tech, si vous voulez, l'Europe a une excellence académique incontestable. On est sans doute, dans toute une série de domaines scientifiques, les meilleurs du monde. On a des grands groupes. Ça, c'est très bien. On n'en parle pas assez, mais on a des grands groupes, des grands industriels, et on n'a pas à rougir face aux Américains. Et on a l'énergie entrepreneuriale, et ça, c'est nouveau. On a des gens qui étaient dans des grands groupes qui veulent se lancer, des jeunes issus de nos meilleurs parcours académiques qui veulent se lancer. Mais ce qui manque, c'est vrai, c'est des fonds de capital risque suffisamment dotés financièrement pour accompagner des créations d'entreprises, pour en faire des leaders technologiques de demain. Et c'est vrai que, voilà, tu l'as dit Christelle, on part avec un peu de retard, mais on se rattrape vite. Et puis peut-être que aussi la rareté financière rend intelligent et évite les gaspillages. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gaspillage et les coûts sont extrêmement élevés. En Europe, on peut créer une start-up dans le quantique, donc ça c'est notre première verticale technologique, les technologies quantiques. On a lancé il y a 5 ans maintenant, grâce à Alain Aspect d'ailleurs, qui est notre prix Nobel, qui est le président de notre comité scientifique, et on a investi comme ça dans 25 entreprises dans les technologies quantiques. Et là, il y a une autre mutation qui est passionnante à côté de cette seconde révolution quantique, c'est bien sûr le New Space, le Next Space, c'est-à-dire l'irruption de l'entrepreneur dans cette industrie spatiale qui a donné des succès extraordinaires, y compris européens, bien sûr, et simplement qui connaît une nouvelle phase et l'entrepreneur peut vraiment apporter beaucoup. Il apporte beaucoup parce que les coûts des équipements, des optiques se sont effondrés, leur qualité, leur performance se sont énormément améliorées et ça génère de nouveaux use cases côté client. Donc il va falloir, pour la faire courte, ça a été dit tout à l'heure, moi je pense le nombre de satellites actuellement autour de la Terre, c'est 5-7 000. En fait, on va tranquillement vers le million d'objets en orbite. Donc d'ici 10-15 ans. Ça peut faire peur, mais c'est aussi absolument extraordinaire. Il faut les fabriquer, il faut les lancer, il faut éviter qu'ils se percutent les uns les autres, il faut downloader leurs données vers la Terre. Et c'est énormément d'applications qui vont changer le monde. Et c'est ça que ces jeunes ou moins jeunes qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale spatiale ont compris. Ils sont en train de créer des entreprises, de les développer. Il y a eu une première génération, d'ailleurs en Europe, avec les Exotrail, les Loft, etc. Et là, il y a une seconde génération extrêmement rapide. Donc on a créé Expansion. Et Expansion, c'est un fonds spécialisé sur l'aérospace, early stage, qui va du pré-seed, juste après la création d'entreprise, jusqu'à la série B. Et on essaye de les accompagner au long du chemin, pas facile, en Europe uniquement, et pour en faire des leaders technologiques, car je pense que, pour conclure, et puis je passe la parole à mes voisins, que l'Europe dispose de tous les atouts et peut tout à fait envisager
compter bientôt parmi les futurs GAFAM des entreprises d'origine européenne. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup pour tout ça. Bon, je pense qu'effectivement tu l'as dit, expliqué très très clairement. Alors je vous propose du coup de changer de point de vue, donc de passer à Valentin pour Ride, par rapport à son témoignage. Voilà, Ride c'est très jeune, hein, 2 ans, et puis voilà, t'es passé par pas mal d'embûches, mais voilà, l'entreprise est en train de sortir et du bois et je pense des moments difficiles. Et raconte-nous un petit peu voilà, qui étaient les gens autour de toi pour y arriver, et puis potentiellement comment tu vois ton scale-up. Merci Christelle, bonjour à tous. Donc effectivement, Ride, on a un peu plus de 2 ans d'expérience maintenant. Et on avait une approche dans laquelle je me reconnais pas mal dans ce qui a été dit par Frédéric ou par vous Charles. C'est-à-dire qu'on ne lève pas d'argent au sens venture capital du terme tant qu'on n'a pas une assise de clients nécessaire et donc on a réussi notre commercialisation. Donc c'est ce qui s'appelle entre guillemets être skin in the game, c'est un anglicisme start-up on va dire. Mais qui veut dire que moi le premier et les équipes, on est focalisé au quotidien sur une seule chose, c'est créer de la valeur et créer de la valeur pour nos clients futurs. Donc on est arrivé sur le marché il y a 2 ans, on a une approche qui est très simple. À chaque étape du développement de notre produit, de notre service, que ce soit le MVP, que ce soit la première version de notre produit et après la version commercialisée, on trouve des moyens de monétiser ce stade de développement, si possible avec des clients ou alors avec des partenariats stratégiques, comme ça a été le cas avec le CNES ou avec l'ESA, notamment dans le cadre des ESA BS Incubator. Ce qui veut dire qu'on avait forcément besoin d'un peu de financement. Au début, on démarre de zéro. Mais quand on va effectivement aller créer un partenariat stratégique avec le CNES dans le cadre des ESA BIC, ça nous ouvre des portes, on va dire, à ce qu'on appelle la smart money, c'est-à-dire pas que de l'argent. C'est-à-dire d'accès à des compétences technologiques, à des portes d'entrée au CNES ou à l'ESA pour potentiellement avoir des clients potentiels. Donc ça a été la grosse première année. Dès qu'on a eu notre premier MVP, donc Minimum Viable Product, qui grosso modo chez Ride, en quelques mots, on est une place de marché de lancements spatiaux. Donc on connecte une émergence de nouveaux acteurs, soit en recherche de lancement, donc typiquement les petits satellites et les constellations, soit des nouveaux acteurs en proposition de lancement, donc typiquement les lanceurs ou ce qu'on appelle les transporteurs orbitaux. Donc ça, on le fait via une place de marché. Donc quand il y a eu ce MVP, on a trouvé des premiers clients qui nous ont fait confiance, qui ont été prêts à utiliser la plateforme, à la payer et à engendrer des premiers chiffres d'affaires, des premiers recrutements et tranquillement ce qu'on appelle un track record, un héritage sur nos services. Maintenant, là, on rentre, donc on sort un peu de cette fameuse traversée du désert, comme tu l'as joliment introduit, ce qui est vrai. Hein, c'est quand on est en bootstrapping, c'est-à-dire quand on ne lève pas d'argent au début, chaque jour est une nouvelle aventure. Maintenant qu'on sort de cette phase-là, c'est là où on va commencer concrètement à réfléchir comment on accélère, comment on scale notre produit, notre service et notre commercialisation à l'étranger notamment. Et donc c'est là où on va potentiellement aller voir des fonds pour entamer une série A. Donc on va dire que toutes les phases d'amorçage, de pré-seed ont été autofinancées. Et maintenant qu'on a une assise client de l'embarquer et une vingtaine de lancements spatiaux là, dans les 2 ans à venir, on va pouvoir accélérer, puisque l'ambition, elle est partagée avec celle de Charles, hein, c'est créer des acteurs majeurs en Europe et d'essayer de changer un peu le ratio de pourcentage qu'on a vu sur l'introduction pour que l'Europe soit un peu plus présente sur les futures licornes spatiales de demain. Et donc voilà. Et pour finir, dans le bootstrapping, il y a aussi le fait d'être accompagné par des sachants, des gens qui ont de l'expérience. Et c'est là aussi que je tiens à remercier Jean-Jacques, qui a toujours été aussi présent à nos côtés. Lorsqu'il fallait avoir un conseil bienveillant, lorsqu'il fallait potentiellement créer une connexion avec une start-up qui pourrait être dans nos clients potentiels, Jean-Jacques a répondu présent. Et donc c'est ça aussi le bootstrapping, c'est-à-dire de faire bien avec peu. Et on aura le temps plus tard de faire fort, très fort avec l'argent qu'on aura levé. Super, merci beaucoup Valentin. Donc on va finir ce premier petit tour avec Geoffroy, donc Déméter, que je connais moins bien, je dois l'avouer. Donc merci de nous en dire plus. Oui, bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de présenter Déméter, présenter ce qu'on fait et notamment autour du spatial. Donc Déméter, c'est une société de capital investissement qui a été créée il y a 18 ans, donc en 2005, qui est spécialisée dans la transition écologique et énergétique.
Et au fil des années, on a développé 3 activités C'est bien. au sein de Demeter. Ouais. Donc une activité d'infrastructure. Donc on gère des fonds d'infra en lien avec la transition écologique et énergétique. Hein. Donc typiquement les nouvelles mobilités décarbonées, l'efficience énergétique. On a aussi une activité de private equity. Donc la private equity, c'est des sociétés qui sont rentables, typiquement 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou plus sur ces thématiques de transition écologique. Et puis, donc une partie très importante autour du capital risque. Et donc, moi, je suis un des associés dans l'équipe capital risque. Là, on va accompagner des sociétés jeunes, innovantes, à fort potentiel et généralement très technologiques. Et sur les thématiques de la transition écologique, évidemment, les sujets qui nous intéressent, ce sont l'énergie renouvelable, c'est l'efficience énergétique, c'est la ville, donc le smart city, le smart building, tout ce qui concerne la circularité, et puis l'agriculture et l'alimentation. Et évidemment, en transverse sur toutes ces thématiques, on va retrouver le spatial. Et le spatial, plutôt dans l'applicatif, dans le downstream, hein, donc dans l'aval. On peut toucher l'amont, mais il faut qu'il y ait un lien avec l'aval et la planète, l'observation de la planète, le suivi de l'activité humaine et la façon dont la planète évolue. C'est ça qui va être le driver de notre approche. Alors, sur le capital risque, on est positionné, comme j'ai dit, plutôt en early stage, donc c'est de l'amorçage. On va investir à partir d'1 million d'euros jusqu'à, typiquement sur le premier ticket, ça va être jusqu'à 5, donc de 1 à 5. Et puis après, on a la capacité d'investir et on accompagne les sociétés au fil des tours avec une capacité d'investissement jusqu'à 15 millions. Voilà. Et ça dépend des fonds qui sont impliqués, mais c'est un petit peu le schéma. Voilà. On est des investisseurs minoritaires, mais minoritaires actifs, c'est-à-dire qu'on souhaite prendre un poste au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés que l'on accompagne, et c'est de cette façon qu'on va apporter le plus de valeur. Et la valeur, elle est aussi beaucoup liée en fait à tout ce qui a été créé au cours de ces 18 années chez Demeter. Hein. Donc cette spécialisation sectorielle, beaucoup d'industriels qui nous accompagnent parce que ce sont des thématiques qui sont importantes pour eux. Et puis on a donc accompagné plus de 230 sociétés, donc un réseau d'entrepreneurs à succès qui peuvent donc servir de référence, de point d'appui pour les sociétés dans lesquelles on investit. Voilà. Super, merci beaucoup. Bon, bah écoutez, merci. Déjà, merci à tous pour ce que vous faites, parce que voilà, je pense qu'on a vraiment besoin de ça si on veut être quand même au rendez-vous, mine de rien, et ne pas perdre toutes nos pépites, parce que moi, c'est un peu ça qui me tient aujourd'hui. Du coup, Jean-Jacques, peut-être par rapport... Alors, on va essayer de faire un deuxième tour un peu plus rapide, s'il vous plaît, pour qu'on ait un peu de temps pour laisser pitcher, mais on est bon, juste sur, effectivement, peut-être quelques exemples de start-up que vous avez choisi, que vous avez accompagné, pourquoi elle plutôt qu'une autre, et comment ça s'est créé? J'allais dire, d'ailleurs, ça a été dit dans tout ce premier tour. D'ailleurs, tout ce que nous faisons, c'est une question de rencontre. Hein. Je ne dis pas que nous sommes des clubs de rencontre, mais c'est tout de même un peu ça. Il faut donc rencontrer, et j'insiste là-dessus, d'abord des clients, parce qu'il n'y a rien de pire, et j'étais encore à l'ESAC, je disais ça à mes collègues, il n'y a rien de pire que de proposer une solution sans problème. Et malheureusement, il y a beaucoup de cas où on est toujours prêt à proposer des solutions sans avoir compris qui pouvait avoir un problème qui permettait de faire une solution. Et donc, la question, et je reprends ce qu'a dit Charles, d'ailleurs, tout est une question de quelle est la différence qu'apporte un acteur par rapport à un autre. Et donc, la question est de rencontrer des clients qui ont des besoins, deuxièmement, de comprendre ces besoins, ce qui n'est pas si facile, et ensuite de chercher comment ce besoin peut-il être satisfait et par qui. Et je pense que c'est une démarche systématique
qui aboutit. Et bon, je vois les deux investisseurs avec lesquels je travaille. Bon, ils ont chacun maintenant fait des choix. Ils investissent. Oui, plutôt en aval, parce que plus de 90% de la valeur économique des activités spatiales, elle est en aval. Bien sûr, cette valeur économique dépend de l'amont, mais il y a tout de même beaucoup de cas où on peut développer l'aval sans avoir le contrôle de l'amont. Et donc, on a choisi, je ne vais pas faire de publicité, mais que ce soit New Space Capital ou Einstein Industry Venture, les choix ont été faits et pour l'instant, j'allais dire, les investisseurs sont satisfaits des choix. Je voudrais ajouter, puisque encore une fois, l'ESA sera dans la deuxième table ronde sur l'importance de l'ESA. C'est-à-dire que ce soit New Space Capital ou Einstein Industry Venture, ils ont cherché à avoir un lien avec l'ESA. Parce que le label ESA, l'ESA est non seulement un client potentiel, mais c'est aussi un label et, comme l'a dit notre collègue du CNES, les agences spatiales ont ceci d'intéressant, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Et je pense que le label d'une agence est quelque chose d'important pour cet écosystème. Voilà. Merci beaucoup. Je propose de passer du coup à Geoffroy. Oui, alors nous, sur les critères de sélection sur les sociétés, il faut d'abord qu'elles soient en lien avec la thématique des fonds. Donc il faut qu'il y ait un lien avec la transition écologique énergie, comme je l'ai mentionné. Notre dernier fonds, c'est un fonds autour de l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, on a aussi des sujets autour de l'agriculture durable, l'énergie. La dernière start-up que vous avez choisie la dernière start-up qu'on a investi dans une société qui s'appelle Hyperplan, par exemple. Hyperplan. Hyperplan, ouais. Hyperplan, en fait, ce qu'il propose, c'est de l'intelligence artificielle à partir de exploitation de données qui sont issues de constellations, d'observations, et donc font de l'intelligence artificielle sur ces données et permettent en fait aux acteurs de la chaîne agroalimentaire de mieux gérer toute la phase de collecte et de transformation des matières premières agricoles. Voilà. Bon. Et donc ça c'est un exemple. On a un autre exemple dans une société qui s'appelle Geoflex, qui est dans le domaine de la géolocalisation ultra précise, où on géolocalise. Tu vas pitcher là tout à l'heure. Ouais. Donc au centimètre près. Donc ce type d'exemple, pour nous, le New Space, le spatial, c'est à peu près 20% de notre portefeuille. Voilà. Super, merci beaucoup. On va un petit peu plus vite. Peut-être Charles, peut-être la dernière start-up ou voilà que. Bon, déjà, on est dans Ionix et Zefalto qui sont là, qui s'exprimeront tout à l'heure. Donc Ionix, c'est propulsion électrique pour satellite et Zefalto, c'est transport, disons, le tourisme, expérience quasi spatiale à 25 km d'altitude. Ils vont faire leur premier test en décembre. Il faut identifier le besoin et où il y a un déficit d'offres. Donc il y en a de nombreux dans le secteur spatial et aéronautique, dans l'aéronautique décarbonée. Donc c'est la raison pour laquelle on a souhaité accompagner Latitude, par exemple, qui est un micro-lanceur français, européen, où j'étais hier à Reims avec d'ailleurs Géraldine et Joseph Aschbacher de l'ESA. Je crois qu'ils ont trouvé justement un marché, c'est le marché des micro-satellites, 100 kilos, et ils ne sont pas très nombreux. Pour l'instant, il n'y a pas, voilà. Donc d'ailleurs, et donc ils seront, j'espère, parmi les premiers, ou sinon les premiers au monde à pouvoir lancer ces satellites. Et nous, on est heureux de les accompagner. Après, il y a Ascendance, donc qui est à Toulouse. Donc c'est l'avion décarboné hybride.
avec des fans électriques pour le décollage et l'atterrissage vertical, et puis des turbo-générateurs pour une navigation horizontale classique, et ça permet de diviser par 2 les émissions de CO2. Il y a plein de choses, mais c'est vrai, il faut bien... Alors, quand même, je n'ai pas répondu tout à l'heure à ta question, si tu me laisses 20 secondes. Comment sélectionner ? Parce qu'il y a beaucoup de projets. Il n'y a pas de problème de deal flow. Hein. Et puis surtout, quand on est dans un fonds spécialisé thématique et qu'on est bien identifié, le deal flow, on a 100% des entrepreneurs et des futurs ou des créateurs d'entreprises qui viennent nous voir. Donc après, c'est la sélection. Et moi, la sélection, c'est donc effectivement le marché. Donc, est-ce qu'il y a un vrai marché et un grand marché? Parce que comme on est souvent en deep tech, parce que nous, on aime bien le hardware, c'est quand même très risqué. Et donc, il faut être en mesure de faire un très, très beau multiple à la sortie. Donc, il faut un grand marché. On ne va pas s'attaquer à des micro-niches. Et puis après, bien sûr, c'est la technologie. Donc, être bien sûr que ça marche ou que ça va marcher, que c'est pas un problème de... On n'est pas sur de la recherche fondamentale. On est vraiment dans l'appliqué et dans l'ingénierie, en fait. Et je crois que c'est le cas dans l'aérospatial en général. C'est plus de la science dans le quantique, mais donc là, on va être encore plus vigilant là-dessus. Et puis bien sûr les hommes et les femmes, l'équipe. Donc là, c'est beaucoup de temps passé avec eux pour détecter l'alchimie qui les lie ensemble et est-ce qu'ils sont prêts à aller 10 ans, 20 ans ensemble dans ce parcours qui n'est pas un long fleuve tranquille, mais où on sera ravis de les accompagner. Merci beaucoup, Charles. Du coup, peut-être pour le CNES, Frédéric, je connais un petit peu aussi Connect by CNES. Je sais que la grande question, je pense que tout le monde se pose, c'est, il y a quand même toutes les startups aussi du spatial qui vont taper à la porte du CNES. Mine de rien, est-ce qu'il y a une sélection sur cet accompagnement? Est-ce que tout le monde a droit à l'aide du CNES? Alors déjà, comme je disais, on a la prétention d'aider vraiment ce développement harmonieux du New Space français, de l'ensemble de l'écosystème New Space français. Donc déjà, on se doit de les connaître tous, d'être au moins à l'écoute de tout le monde, ça c'est sûr. Après, effectivement, tu as raison, si vraiment des gens viennent nous demander beaucoup de support ou de financement, etc., on va quand même regarder avec un certain nombre de critères. Et je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Le critère simplement technique n'est pas du tout le critère majoritaire. C'est vraiment, est-ce qu'ils ont des clients, est-ce qu'ils ont des différenciants, est-ce qu'ils ont une bonne équipe, est-ce qu'ils ont des bonnes relations, enfin des bons carnets d'adresses, etc. C'est largement aussi important que de maîtriser la technologie. Et à la limite, même s'ils ne maîtrisent pas la technologie, nous, on peut les aider ou les mettre en relation avec ceux qui la maîtrisent. Mais donc oui, on a quand même des critères. On n'accompagne pas tout le monde de la même façon. On va sans doute passer plus de temps avec des gens dont on pense qu'ils ont un avenir plus prometteur. Mais on est le CNES, on se doit d'être à l'écoute de tout le monde quand même. D'accord, super, merci beaucoup. On va finir cette table ronde. Du coup, on va rattraper, je pense, avec nos entrepreneurs sur les pitchs, notre petit timing, avec peut-être... Pour le mot de la fin, Valentin, donc effectivement, toi, tu es celui qui reçoit et peut-être effectivement, par rapport à ces rencontres, tu l'as déjà cité, mais est-ce que tu veux rajouter peut-être quelque chose sur cette aventure, peut-être ce qui t'a mené à ça par rapport à ce que tu avais fait avant et pourquoi tu en es... Alors moi, je viens pas du monde du spatial. Initialement, je viens plutôt du monde de la tech, donc des systèmes d'information et des nouvelles technologies. J'ai fait mes armes sur le marché des plateformes digitales. Et en fait, quand j'ai vu l'émergence de ce qui se passait dans le New Space, et notamment de la multitude de nouveaux acteurs qui allaient beaucoup plus vite sur leur accès au marché, parce que, on l'a évoqué tout à l'heure, mais réduction des composants, des tailles de satellites, et donc plus simplement, on arrive à rapidement vouloir lancer un satellite. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait des vrais enjeux de fluidification entre offre et demande de lancement, notamment parce que maintenant, dans une fusée, on peut mettre jusqu'à 40, 80 satellites dans certains cas. Et donc en fait, ce qu'on appelle la plateformisation d'écosystèmes et la digitalisation des relations s'y prêtait particulièrement sur le marché de l'accès à l'espace. Donc c'est ça en gros qui m'a amené à aujourd'hui être dans le spatial, au-delà du fait que depuis tout petit je suis passionné de spatial. Et donc voilà, comme mot de la fin, déjà on est là-bas sur le stand des startups, donc tous les gens qui sont intéressés pour aller voir ce qu'on fait, vous êtes les bienvenus. Et nous là on rentre vraiment dans une phase de grande croissance, on a une vingtaine de lancements spatiaux qui arrivent dans les 2 prochaines années. Donc on aura sûrement besoin d'aller voir les fonds et les financeurs rapidement. Et ce qui fera la différence sera aussi le fit humain avec le VC et les investisseurs, des gens qui croient en notre vision et qui veulent nous pousser à aller plus loin et aussi à ouvrir leur connexion à l'export.
Absolument. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour tout le monde, Matthew Scott, fondateur de Spaceblocks. Et voilà. Alors je commence avec un petit mime, parce que ouais, ça fait quelques années que je bosse dans l'industrie. Quand je dis je travaille dans le spatial, tout le monde dit ah oui c'est super cool, ils imaginent voilà là avec l'hologramme et tout ça. Mais en réalité, dans la vraie vie, on est planqué devant les Excel, les exigences de documents, voilà. Par contre, l'industrie change, on voit ça avec le New Space, beaucoup de nouveaux acteurs, beaucoup qui a besoin d'aller très très rapidement maintenant, avec des business plans très très agressifs. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on change nos méthodes de travail. Alors, avec Spaceblocks, on ne propose pas encore l'hologramme, mais au moins une belle IHM web un peu puri. Mais on cherche cette collaboration des acteurs, que les gens sont capables de travailler ensemble, avec leur conception de la mission depuis le début, avec une conception plutôt basée sur le template. De plus en plus, sur le New Space, on est sur de projets qui réutilisent les technos sur le marché, de COTS. Après, on passe sur l'intégration et l'analyse des systèmes, la performance. Et tout ça, on a besoin que c'est très, très, très itératif. Alors, le roadmap de produit, c'est très jeune dans l'histoire de cette startup, mais ça commence avec une version démo qui va sortir très bientôt. Après, c'est plutôt passé sur des études, et là, on cherche vraiment la collaboration, le multiplayer. Après, c'est la partie conception un peu plus approfondie avec des technos de missions qu'on va voir beaucoup dans la tendance comme la mission lunaire. Et finalement, la partie intégration, avoir l'intégration en continu. On veut être vraiment le GitHub pour le spatial. Et pour conclure, à ce moment, on cherche beaucoup d'avoir des collaborations. C'est ça qui est important. Nous aussi, il faut qu'on fasse un produit collaboratif. Il faut qu'on collabore. Alors, c'est des partenaires, des gens pour bosser dans l'équipe et d'utilisateurs surtout. Alors, je suis ici tout aujourd'hui et demain. Alors, n'hésitez pas à parler avec moi si ça vous intéresse. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Mathieu, merci. Alors là, je suis impressionnée parce qu'on a été largement plus rapide que 3 minutes. Donc c'est très bien. Je pense que c'était finalement assez clair. J'espère que ça vous a donné envie. Et donc voilà, n'hésitez pas effectivement. On va passer la parole à côté Géotrend. Voilà, si tu peux te présenter. Merci beaucoup. Bonjour. Pour passer, c'est là ? Ouais, c'est le vert. Ok. Bonjour tout le monde. Donc Marine de Tournay, je représente la société Géotrend. Je suis responsable grand compte. Donc on le voit depuis ce matin, le New Space, c'est un marché qui est en pleine expansion avec voilà, toute la chaîne de valeur technologique qui se complexifie. On a des nanosatellites, des cubes satellites, on a des nouveaux instruments et donc c'est aussi tout le business model qui se complexifie et l'enjeu c'est de trouver la bonne information pour prendre les bonnes décisions. Donc pour naviguer dans ce monde que l'on dit VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, c'est pas toujours facile. Il y a des outils qui existent. Une des solutions, c'est la market intelligence. Mais il faut savoir que pour un analyste, c'est 80% de son temps à chercher l'information et seulement 20% à l'analyser. Donc ce qui rend son métier complexe et pourtant vital pour son entreprise pour ne pas se faire disrupter. Donc, notre mission chez Géotrend, c'est d'accompagner nos clients à, en quelques minutes, accéder à l'information stratégique pour prendre les bonnes décisions. Donc pour ça, on développe une plateforme en SaaS capable de collecter les bonnes sources d'informations, de les analyser et de les représenter sous forme de cartographie. Ce qui permet d'avoir des écosystèmes économiques et technologiques sur n'importe quel sujet et sans paramétrage. Les deux cofondateurs de Géotrend, donc Thomas Binan et Grégoire Sigel, ont développé cette intelligence artificielle dédiée quand ils étaient chez Airbus. Donc on a un exemple ici de ce que Géotrend
produit comme livrable. Donc là, on a donné un mot-clé à GeoTrend, le mot-clé nanosatellite. Et de manière automatique, il a détecté des organisations, des startups, des technologies, des personnes et surtout des liens entre tous ces acteurs autour des nanosatellites. Donc par exemple, un lien de compétition entre Planet Labs et GomSpace, ou un lien de partenariat entre Tel Aviv University et SpaceX. Tout ça pour rendre une information beaucoup plus compréhensible en un temps record. L'analyste dispose aussi d'autres vues, évidemment, pour plonger dans l'info. Chez GeoTrend, on accompagne des directions de la stratégie, des directions de l'innovation, de la R&D, de la CI, de la market intelligence et dans toutes les industries. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir tenu le timing. C'est vrai que vous êtes plus pressurisé. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Ionix. Alors, en fait, il y a le retour là, si ça peut aider. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, Thomas Hériard, je suis le président d'Ionix, qui est une société qui développe un nouveau type de propulsion pour petits satellites et dont l'ambition est de développer le système de propulsion le plus efficace jamais mis en orbite. La société a été lancée en 2021 respectivement par le startup studio TechnoFounders et le CNRS, représenté par Yves Maton et Jacques Girac. Et cette dualité témoigne, je trouve, assez bien de la double ambition du projet et de la double innovation, à la fois évidemment scientifique, mais également entrepreneuriale et d'une certaine façon capitalistique. Ce que nous faisons précisément, c'est que nous essayons de développer un système de propulsion qui soit à la fois compact, efficace, fiable, scalable, modulable et avec des coûts de production suffisamment bas pour pouvoir permettre le déploiement à large échelle pour les projets de constellation. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors d'abord parce qu'il y a un marché, on a pas mal parlé des opportunités de marché dans la table ronde précédemment. Le marché aujourd'hui pour la propulsion des petits satellites est estimé supérieur à $1 milliard en fonction des estimations et on attend une croissance à 2 chiffres au cours de la décennie à venir. Par ailleurs, avoir un système de propulsion efficace, ça permet de réduire l'obsolescence des satellites puisqu'ils peuvent rester plus longtemps en orbite. Ça permet aussi de lutter contre les débris et de protéger nos orbites, notamment l'orbite basse, en limitant la probabilité de collision. Et enfin, un sujet un peu plus d'actualité, quand on regarde le contexte international aujourd'hui et les tensions dans ce contexte-là, c'est important pour l'Europe et a fortiori pour la France de rester souveraine dans le développement de nouvelles technos critiques, notamment pour les applications duales, comme c'est le cas de la propulsion satellitaire. Voilà. Très concrètement, le moteur qu'on est en train de développer est basé sur une techno dite EHD, électro-hydrodynamique, donc c'est de la propulsion ionique. Je ne rentrerai pas nécessairement dans les détails, mais on a un stand et je serais ravi de répondre à vos questions si ça vous intéresse. Très rapidement, c'est basé sur une techno de nanopointe qui a été développée par le CNRS depuis une dizaine d'années. Sur à peu près 10 cm² de surface émissive du moteur, c'est plusieurs dizaines de milliers de pointes sur lesquelles on vient tirer avec un champ électrique et au bout duquel notre carburant, donc un liquide ionique, qui est un liquide non toxique, non pressurisé, qui reste liquide sur la gamme de température qui nous intéresse. Donc on vient arracher des particules chargées de ce liquide, donc des ions, qui s'éjectent à plusieurs centaines de kilomètres secondes et c'est comme ça qu'on crée de la propulsion. Le produit qu'on est en train de développer, vous en avez une vue préliminaire à l'écran. Au-delà des performances qui sont très intéressantes au dire de nos potentiels clients, ce que je veux surtout vous faire comprendre, c'est qu'on essaie de développer un produit qui soit exactement sur le sweet spot de nos futurs clients, donc les petits satellites, à savoir un moteur qui soit compact, mais qui soit en termes donc qui maximise la poussée potentielle pour les satellites, avec une efficacité dans l'utilisation de carburant qui soit hyper intéressante, tout en minimisant la consommation électrique. Donc c'est toujours un ratio entre la poussée générée par le moteur, l'efficacité et la consommation électrique. Voilà. Et si on se place exactement au bon endroit, ça génère des opportunités commerciales. Un mot aussi sur les caractéristiques inhérentes à la technologie. Le faisceau se neutralise puisqu'on va émettre des ions positifs et négatifs en même temps, ce qui est quelque chose d'assez unique.
Je passe rapidement sur la suite pour vous dire que ce n'est pas de la science-fiction. Ionix, aujourd'hui, c'est une quinzaine de collaborateurs à Palaiseau. On a investi à peu près 1,5 million de CAPEX en fonds propres pour pouvoir tester notre technologie. Et notre timeline, rapidement à l'avenir, donc on a 3 vols prévus entre le milieu de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Et on effectuera une série A en début d'année prochaine pour permettre d'accélérer la croissance de la société. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions toute l'après-midi. Merci. Merci beaucoup. Parfait. On va passer à Zefalto. Bonjour à tous, moi je m'appelle Marie et je viens vous parler de Zefalto. Et peut-être pour réchauffer un peu les troupes, je vais commencer par vous poser une question. Qui parmi vous rêve de voyager vers l'espace ? Ça fait pas mal de personnes. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que le but ultime de Zefalto, pardon si j'arrive à passer la slide, le but ultime de Zefalto, c'est de vous aider à réaliser ce rêve. Pourquoi ? Parce que Zefalto crée et développe un voyage vers l'espace bas carbone. Un voyage à 25 km d'altitude. Pour vous donner un exemple, les avions ils sont environ à 10 km. Donc nous, le but, c'est de monter à 25 et de se retrouver dans la stratosphère pour offrir une expérience finalement contemplative et une expérience de beauté pour observer notre planète. Basiquement, c'est très simple, c'est un ballon stratosphérique, comme vous pouvez le voir sur le visuel ici. Les ballons stratosphériques, c'est un vrai savoir-faire français, et notre partenaire principal qui est le CNES, on a un transfert technologique exclusif avec eux, ils en envoient depuis 60 ans dans la stratosphère. Donc basiquement, c'est un grand ballon stratosphérique qui fait à peu près la hauteur du Sacré-Cœur, plus de 80 mètres, auquel on raccroche une capsule pressurisée. Ça veut dire que ça fonctionne comme un avion, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entraînement physique à avoir et que vous pourrez monter à bord de Céleste, notre capsule, et voyager vers la stratosphère. Vous, vos enfants, vos grands-parents ou vos parents. 25 km, 6 voyageurs, 2 pilotes à bord, et c'est un voyage de 6 heures pour les premières années. Et là, beaucoup d'entre vous se demandent mais d'où vient ce projet fou ? Il provient de notre fondateur, Vincent Faré-Dacier, qui, passionné d'aéronautique mais aussi passionné de voile, rêvait d'aller voir les étoiles à l'image d'un voilier sans polluer. Donc aujourd'hui, c'est un vrai défi scientifique et technologique, mais aujourd'hui, c'est un voyage qui pèse par voyageur 27 kg de CO2, donc c'est vraiment un voyage qui est bas carbone et avec lequel on est bien entouré et on a des partenaires voilà, partout et notamment le CNES. Pourquoi on offre ça ? Le but ultime, c'est aussi de faire vivre l'Overview Effect à nos clients. L'Overview Effect, c'est une émotion unique et un choc cognitif dont témoignent des astronautes lorsque l'on voit la Terre vue d'en haut. Et à 25 km, vous allez me dire qu'est-ce qu'on voit ? À 25 km, on commence à voir la rotondité de la Terre, on voit le halo bleuté, on peut voir les étoiles, un lever de soleil, etc. Donc le but, c'est d'accompagner les voyageurs pour qu'ils puissent contempler, regarder et se rendre compte de la beauté de notre planète et aussi de sa fragilité. Et je vous propose de faire un petit focus sur Céleste. On appelle Céleste, c'est notre capsule pressurisée qu'on a travaillé avec un architecte français de renom. Donc Céleste, c'est une capsule pressurisée qui fonctionne donc comme un avion, qui fait à peu près 20 mètres carrés et qui est finalement un objet un peu de design, avec des hublots qui font plus de 3 mètres de large et qui vont permettre d'avoir un panorama de plus de 1400 km. Céleste, elle est composée de 3 cocons exclusifs qui vont accueillir 2 voyageurs à chaque fois et qui permet une expérience qui allie à la fois le confort et le raffinement et le luxe à la française. Donc là, c'est un exemple d'un des cocons. Et finalement, et pour conclure, Zefalto, on a été créé en 2016. Aujourd'hui, il y a à peu près 30 personnes. Les premiers voyages vont avoir lieu fin 2024 et début 2025 pour les vols commerciaux. On a 11 brevets, 6 ans de R&D. Il y a un marché potentiel qui est énorme dans le monde. Et voilà, on a un prix du billet qui est à 120 000 € par personne. Et voilà. Et je vous propose pour conclure de découvrir avec une courte vidéo d'1 minute le projet Zefalto et la capsule Céleste.
Merci Marie. Merci. Alors bon, la vidéo est tellement belle que franchement, on lui pardonne la minute supplémentaire. Tout va bien. Merci beaucoup pour ce petit moment de rêve. Et on va passer à Gamma. Très sympa également. Bonjour. Posez-vous la question, que manque-t-il aujourd'hui pour explorer et conquérir l'espace ? En effet, c'est une question importante parce qu'aujourd'hui, on n'est pas allé très loin et c'est le tout début. On a réussi à conquérir l'espace très proche, ce qu'on appelle l'orbite bas, à quelques centaines de kilomètres. Et la volonté est d'aller plus loin, non seulement des agences, mais d'entreprises privées. Il y a une contrainte, c'est que nous dépendons de carburant pour aller un peu plus loin. Gamma construit des voiles solaires qui, par définition, n'ont pas besoin de carburant. Notre carburant, c'est les photons du soleil qui, en réfléchissant sur le miroir qu'est notre voile, apportent une très légère force et nous permettent d'accélérer en continu. Et du coup, on peut voyager loin ou rester sur place dans une orbite instable. Nous vendons un service de transportation à une fraction du coût d'alternatives existantes pour aller plus loin et moins cher. Nous sommes une équipe à Ivry-sur-Seine, une vingtaine d'ingénieurs, à peu près moitié hardware, moitié software, épaulés par le CNES, par la DLR et des experts de propulsion, de navigation et d'industrialisation. Et nous allons vite. En 2 ans, nous avons construit notre première voile solaire qui fait 73 mètres carrés et pèse 1 kg, que nous avons intégré dans la mission Gamma Alpha, qui a été lancée en début d'année et est en orbite en ce moment à 530 km. Nous apprenons à naviguer dans l'espace et à contrôler un satellite, et elle aura pour finalité cette mission le déploiement de la voile qui la mettra en désorbitation très rapidement parce qu'à cette altitude, il reste de l'atmosphère. Nous travaillons en ce moment sur la prochaine mission Gamma Beta qui sera au-dessus de l'atmosphère terrestre à 1000 km pour déployer, contrôler la voile et un sujet d'actualité en ce moment, désorbiter de façon très efficace. Nous explorons de nombreuses opportunités commerciales et scientifiques et nous terminons sur un sujet qui est intéressant, la question que je vous posais au début, qui est nous avons besoin d'un nouveau paradigme pour aller plus loin. Et la course pour aller plus loin existe aujourd'hui. C'est les agences spatiales, mais aussi des agences privées. Il y a plusieurs agences privées qui vont vers la Lune en ce moment, financées par le privé. Et nous voulons être un acteur pour la partie propulsion et transportation. Merci beaucoup.